Le bonheur, après tout, est une activité originale aujourd'hui. La preuve est qu'on a tendance à se cacher pour l'exercer. Pour le bonheur aujourd'hui, c'est comme pour le crime de droit commun. N'avouez jamais. Ne dites pas comme ça, sans penser à mal, ingénument, je suis heureux. Car aussitôt, vous verriez autour de vous, sur des lèvres retroussées, votre condamnation. Ah, vous êtes heureux, mon garçon. Et que faites-vous des orphelins du Cachemire ou des lépreux de la Nouvelle-Zélande qui ne sont pas heureux, eux? Et aussitôt, nous voilà tristes comme des cure-dents. Pourtant, moi, j'ai plutôt l'impression qu'il faut être fort et heureux pour bien aider les gens dans le malheur. Quelle ville contient à la fois toutes ces richesses offertes à longueur d'année? La mer, le soleil, le sable chaud, les géraniums, les bois d'olivier et d'eucalyptus en touchent le bonheur. Je ne pourrai jamais vivre en dehors d'Alger. Je voyagerai car je veux connaître le monde, mais j'en ai la conviction ailleurs, je serai toujours en exil. Alger, cité source, cité refuge, trop blanche et trop énigmatique à la fois. Éternel abri des pirates ténébreux et des triomphes solaires. Aujourd'hui, comme au début de ce siècle, la lumière y dispense et y masque par intermittence la pauvreté autant que la barbarie, la flamboyance comme la malédiction. Pendant des siècles, le goût du bonheur y est cependant resté le même. Et c'est bien là, finalement, dans cet irrépressible et redoutable goût du bonheur, qu'il faut peut-être découvrir le vrai secret d'une vie et d'une œuvre entièrement consacrée à la révolte contre tout ce qui, au nom des dieux, de l'histoire ou de la fatalité, empêche l'homme d'être heureux. On eut bien étonné en tout cas le petit Albert Camus, né en 1913 en Algérie française, en lui suggérant que le bonheur pouvait disparaître. Pauvre parmi les pauvres, enfant parmi les enfants, pas plus que ses petits camarades du quartier de Bellecour, il n'associe le bonheur à l'aisance, à la sécurité ou à on ne sait quel statut social. Le bonheur n'est rien d'autre que cet état d'innocence enfantine, réchauffé par le soleil et par les promesses parfumées des rivages devinés. Un état que Camus ne cessera jamais d'idéaliser par le souvenir. J'ai grandi dans la mer et la pauvreté m'a été fastueuse. Puis j'ai perdu la mer et tous les luxes m'ont paru gris et la misère intolérable. Fastueuse la pauvreté, grâce sans doute aux saveurs des lumières solaires. Sinon, quel adjectif royal pour qui loge dans un appartement de 3 pièces, sans eau courante, sans électricité, sans aucun livre. Retenez bien cela, dira plus tard Camus, personne autour de moi ne savait lire. On habite ici à 5, parfois à 7, sous la férule d'une implacable grand-mère. Au mur, un seul portrait, celui du père mort tout jeune à la guerre de 14. Pas d'image pieuse, pas de crucifix protecteur. Le petit Camus voit sa mère se rendre chaque matin chez les autres pour y faire des ménages. Une femme douloureuse, enfermée dans sa surdité et dont le silence oscille entre l'absence et l'amour. Ils sont assis face à face,
en silence. Mais leurs regards se rencontrent. Alors, maman. Alors voilà. Tu t'ennuies? Je ne parle pas beaucoup. Oh, tu n'as jamais beaucoup parlé. Et un beau sourire sans lèvres se fond sur son visage. C'est vrai, il ne lui a jamais parlé. Mais quel besoin, en vérité. À se taire, la situation s'éclaircit. Il est son fils, elle est sa mère, elle peut lui dire « tu sais ». Mais il faut voir que c'est quelqu'un qui n'a pas eu la culture au biberon. La langue française, ça a été un acquis pour lui. Elle n'est pas arrivée quand il est né. Sa mère parlait très mal, son oncle était sourd-muet. Et lui, dans la rue, il avait un langage de voyou de la rue. Donc, il y a cet aspect-là des choses, c'est-à-dire qu'il a essayé de canaliser, de tenir, et il avait un grand respect pour cette langue, puisqu'il a eu tellement de mal à l'acquérir. Ensuite, je pense que c'était quelqu'un qui était fantastiquement sensuel, qui aimait vraiment la vie, mais qui avait aussi, et peut-être à cause de son enfance et du dénuement dans lequel il a été éduqué, une part de lui-même qui tenait beaucoup à l'austérité. La vie facile était quelque chose d'extrêmement dangereux. C'est ce qu'on a appris, nous, en tout cas. Enfin, le sentiment que j'ai, c'est que la facilité est dangereuse. Aujourd'hui comme hier, il arrive que l'école, pour les pauvres en tout cas, soit un royaume. Le petit Albert s'y épanouit, s'y affirme. Un instituteur à l'ancienne, Louis Germain, à la fois substitut du père et du curé, le distingue, le fait travailler en dehors des cours et, contre le gré de la grand-mère, lui obtient une bourse. Le destin de Camus bascule. Il ne sera pas ouvrier tonnelier dans le quartier. Il ira au lycée. Il abandonne ses frères en innocence et en misère. Camus fera de Louis Germain l'un des héros de la peste et lui dédicacera son discours du prix Nobel, 33 ans plus tard. À 14 ans au lycée, il découvre l'inégalité partout, sauf au football, sa première passion. Sur un stade, on ne vous demande pas s'il y a l'eau courante à la maison ou si votre mère travaille chez les riches. On joue bien ou on joue mal. Lui joue bien. Il choisit d'être gardien de but. Solitaire dans sa cage, mais solidaire du reste de l'équipe. Une double attitude qui deviendra une ligne de vie. Je n'ai connu que dans les sports d'équipe, au temps de ma jeunesse, cette puissante sensation d'espoir et d'exaltation qui accompagne les longues journées d'entraînement jusqu'au jour du match, victorieuse ou perdue. Et vraiment, le peu de morale que je sais, je l'ai appris sur les scènes de théâtre et dans les stades de football qui resteront mes vraies universités. Camus oublie ici une autre université, celle de l'ivresse des bains de mer qui lui donne, dit-il, un avant-goût de l'étreinte des corps et de la sensualité. Il explose de vitalité. Peut-on être plus heureux quand on a 17 ans à Alger? Il entre dans la classe de philosophie de Jean Grenier, enivré de culture et d'amour. Il se croit béni des dieux. Camus a 17 ans lorsque, pour la première fois, il crache du sang. À l'hôpital Mustapha, le diagnostic est définitif. Tuberculose pulmonaire, ulcéro-caséeuse droite. Interdiction absolue de s'exposer au soleil. Pas d'antibiotiques à l'époque pour le soigner. Il est condamné. Désormais, la menace de la mort ne le quittera plus. Ce n'est pas moi qui renonce aux êtres et aux choses, je ne le pourrai pas. Ce sont les êtres et les choses qui renoncent à moi. Ma jeunesse me fuit. C'est cela, être malade. Après la mort du père et la pauvreté, la maladie. Décidément, si Dieu existe, il n'a pas d'excuse. Seule une rage de vivre pourrait triompher de la terreur de la mort. L'absurde n'est rien d'autre que cet affrontement. Pour les Algériens musulmans, en cette année 1930, l'absurde a un autre visage. Celui cocasse ou tragique qui surgit dans les rues d'Alger.
avec les gibus qui ornent les crânes des officiels. Que se passe-t-il? Le président Gaston Doumergue célèbre, et avec quelle bonne conscience, le centenaire de l'Algérie française. Retombée inattendue de la tuberculose. C'est elle qui fait entrer Camus en littérature. Il passe en effet sa convalescence chez l'oncle Acco, un boucher anarcho-voltairien. Dans sa bibliothèque se côtoient Anatole France, Valéry, Zola et même Joyce. Camus dévore tout goulûment. Mais c'est un an plus tard, à 18 ans, que son professeur Jean Grenier lui offre La douleur d'André de Richaud. C'est le départ d'une vocation, d'un destin. Je n'ai jamais oublié ce beau livre qui fut le premier à parler de ce que je connaissais. Une mère, la pauvreté de beau ciel. La noblesse des miens, leur misère, mes secrets, enfin tout cela pouvait donc se dire. Une heureuse maladie m'avait détaché de mes plages et de mes plaisirs. Je lus en une nuit, selon la règle, et au réveil, nanti d'une étrange et neuve liberté, j'avançais, hésitant sur une terre inconnue. Camus commence des études de lettres et va connaître 2 années de tentations contradictoires, d'exil intérieur et de fuite dans tous les sens. Ce désordre finit par avoir un visage, celui d'une jeune fille. Simone Yé, elle est fille de médecin, de la haute, comme on dit alors. La vie libertine et sauvage de cette beauté du diable finira dans le romantisme désespéré des paradis artificiels. Camus accède à l'univers des bourgeois universitaires et des pieds noirs affranchis. Il soigne sa mise et se coiffe comme les acteurs des films policiers de l'époque. Mais aucun dandysme ne saurait longtemps enfermer une âme fière et grave dans un quelconque reniement de ses origines. Très vite, Camus a peur d'avoir eu honte des siens et il a honte d'avoir eu honte. Il livre dans L'envers et l'endroit une méditation émue et chuchotée sur la dignité des humbles, leur obstination désenchantée, sur Bellecour et bien sûr sur sa mère. Il évoque le besoin de retrouver ces 2 ou 3 images simples et grandes sur lesquelles le cœur une première fois s'est ouvert. Plus tard, en pleine gloire, il écrira que s'il n'arrive pas à restituer ces images, c'est qu'il aura échoué sur l'essentiel. L'envers et l'endroit est publié en 1937 à 350 exemplaires par Edmond Charlot, l'éditeur libraire des vraies richesses, où déjà autour de Camus on fait cercle. Je n'avais jamais connu la maison de Camus. Il était très secret, il parlait jamais de sa famille. Et ce n'était pas un homme à étaler ses petites misères, non, ce n'est pas du tout ça. Par contre, il a, je crois, été très marqué par le fait que sa tuberculose lui a empêché de se présenter au concours d'agrégation. Au printemps, Tipaza est habité par les dieux, et les dieux parlent dans le soleil et l'odeur des absinthes. La mer cuirassée d'argent, le ciel bleu et cru, les ruines couvertes de fleurs,